Bonsoir. La pandémie Covid-19 touche l'ensemble des pays de la planète en même temps ou presque. 177 pays rapportent des cas avec un total de 745 000 cas et près de 157 000 patients guéris. Les États-Unis rapportent le plus grand nombre de cas dans le monde, plus de 144 000. L'Italie, près de 98 000, l'Espagne, plus de 85 000, l'Allemagne, 64 000 et l'Iran, 41 500. Le total des décès de cas confirmés est de 35 300. L'Italie et l'Espagne sont les pays qui rapportent le plus grand nombre de décès, devant la Chine, 10 779 morts en Italie, 7 340 en Espagne, plus de 3 300 en Chine et plus de 2 750 en Iran. Les États-Unis observent aussi une forte augmentation du nombre de décès avec 2 572 décès. En France, nous affrontons une épidémie inédite, entraînant un impact sans précédent sur le système de santé et tout particulièrement sur les établissements de santé, leurs équipes, les réanimations et donc tout le personnel. Une épidémie sévère, meurtrière, avec un virus très contagieux, de diffusion rapide, qui touche le territoire métropolitain et les Outre-mer. Résultats les plus importants, les données hospitalières, les données de l'hôpital, 717 établissements de santé qui nous démontrent l'impact sévère de ce virus et de l'épidémie en cours. Plus de 21 000 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection Covid. Dans les Outre-mer, à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe, on relève notamment 148 hospitalisations, dont 30 en réanimation, 41 retours à domicile de personnes guéries, 7 décès, 3 en Martinique, 4 en Guadeloupe. 5 107 cas graves nécessitent des soins lourds en réanimation. Je vous rappelle que la réanimation est indiquée lorsque nous sommes en détresse respiratoire ou pour une autre défaillance, nous avons donc besoin de respirateurs, d'une surveillance continue, de perfusion, de médicaments, parfois d'un coma artificiel, de soins constants et donc de toute une équipe compétentes, formées avec des réanimateurs, des internes, des externes, des infirmiers spécialisés de réanimation ou de bloc opératoire formés ou d'anesthésie formés, des aides-soignants bien sûr, des brancardiers, mais aussi tout l'appui logistique de l'ensemble de l'hôpital et des services spécialisés d'imagerie ou de laboratoire. 34% des patients hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans, 59% entre 60 et 80 ans et 64 personnes sont hospitalisées en réanimation âgées de moins de 30 ans. Aujourd'hui, le nombre d'entrées en réanimation est de 475 patients, 9% de plus. C'est ce nombre quotidien d'entrées en réanimation qui est le plus important à surveiller pour prédire notre capacité à prendre en charge les malades les plus graves, mais surtout parce qu'il reflète la cinétique de l'épidémie et son impact le plus préoccupant sur le système de santé. C'est ce nombre quotidien d'entrées en réanimation, mais aussi d'admission hospitalière que nous allons analyser pour évaluer l'impact initial du confinement national que nous vivons depuis maintenant près de 15 jours.
3024 décès sont observés en milieu hospitalier depuis le 1er mars. Mais aussi, c'est important de le dire, 7924 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le 1er mars. Toutes les personnes malades en ville et qui, au bout de 8 jours, n'ont plus de symptômes pendant 48 heures sont aussi guéries et elles sont fort heureusement très nombreuses. Nous avons, vous le savez, en plus de cette surveillance hospitalière, la surveillance en population dite syndromique. Les services d'urgence ont ainsi renseigné 3169 passages hier versus 2939 le jour précédent. Cela représente 20% de l'activité totale pour suspicion donc d'infection Covid. Nous observons 37% d'hospitalisation après ces passages et 3% d'hospitalisation directe en réanimation. SOS Médecins a signalé 1953 interventions lors de la journée d'hier, c'était d'un dimanche, donc contre 2423 pour la journée précédente, là encore pour suspicion de Covid, et c'est 23% de l'activité totale. Les laboratoires de ville remontent aussi des données, 24 764 tests réalisés, dont 7 365 positifs, ce qui représente 30% de positivité. À l'échelon national, vous le savez, nous observons un excès de mortalité sur la semaine 12, un excès de 9%. Il n'y a pas de nouvelles données de mortalité, probablement en raison du week-end, mais nous aurons des informations dès demain de l'état civil. Nous combattons tous ensemble l'épidémie de Covid-19 qui touche la France depuis plusieurs semaines avec désormais 44 550 cas confirmés par PCR. Les consignes de confinement sont très claires. Restez chez vous pour éviter d'autres décès. Restez chez vous pour éviter d'autres cas graves. Pour sauver des vies, restez chez vous. Le système de santé s'est profondément et rapidement adapté et a anticipé les besoins. Le plan blanc a permis de déprogrammer et de reporter toutes les interventions chirurgicales et médicales non urgentes dans tous les établissements de France. Nous avons réaffecté du personnel soignant dans les différents secteurs d'activité pour renforcer les unités les plus en tension. Nous avons fortement augmenté nos capacités en réanimation qui ont doublé dans de nombreuses régions grâce aux efforts de tous, établissements publics, établissements privés. Nous mobilisons des moyens terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, l'État a mobilisé l'ensemble de ses moyens, notamment pour permettre le transfert d'un certain nombre de patients graves, pour décharger les zones les plus touchées, mais aussi les établissements les plus sous tension, qui connaissent un afflux de patients très important. C'est le cas, vous le savez, des régions Grand Est, mais aussi Bourgogne-Franche-Comté. Plusieurs opérations de transfert ont ainsi eu lieu grâce au dispositif militaire Morphée, au bâtiment de la Marine nationale de porte-hélicoptères, ainsi qu'à la mise en place de TGV médicalisés, mais aussi grâce à la mobilisation de la flotte gouvernementale. En effet, l'État dispose de plusieurs types d'avions. Ces derniers ont opéré plusieurs vols à la demande de la cellule de crise sanitaire la semaine dernière. Cela a permis notamment le retour rapide de 2 équipes du SAMU en Lorraine. C'est des équipes qui avaient encadré
l'évacuation de patients par TGV médicalisé vers Bordeaux. Cela a aussi permis de récupérer au plus vite 8 respirateurs avec lesquels ces équipes étaient parties pour en faire profiter très vite d'autres patients en Lorraine. Ces opérations sont amenées à se répéter au cours des prochaines semaines. En tout temps, notre objectif est de fournir à tous les patients les meilleures conditions de prise en charge où qu'ils se trouvent sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ces fameux renforts en ressources humaines fondamentaux et en renfort aussi en matériel, et puis que nous avons à chaque fois soutenu les transferts intra- ou interrégionaux. Les opérations vont se poursuivre, l'ensemble du territoire est mobilisé, tous les moyens sont mis en œuvre pour prendre en charge les patients les plus graves. C'est la solidarité nationale. Le nombre de tests augmente de façon importante. La montée en puissance va permettre cette semaine de faire plus de 20 000 tests par jour. Bientôt, des tests sérologiques seront disponibles. Ils nous permettront d'identifier des personnes ayant déjà rencontré le virus et disposant donc d'une immunité. Vous le savez, de très nombreux essais thérapeutiques sont en cours. L'essai européen Discovery qui teste plusieurs molécules, des antiviraux, des antirétroviraux et d'autres molécules comme l'hydroxychloroquine a débuté et les premiers résultats devraient être connus bientôt puisque de très nombreux patients sont inclus. Vous le savez, les traitements testés doivent être testés dans un cadre extrêmement précis. L'Agence nationale de sécurité du médicament, après le Haut Conseil de santé publique, rappelle que les médicaments ne doivent être utilisés ni en automédication, ni sur prescription d'un médecin sans cadre réglementaire. C'est important, en particulier pour le traitement du Covid. Il y a un certain nombre de risques, il y a un certain nombre d'effets indésirables, et donc il est fondamental d'être attentif, de signaler par les professionnels de santé ou par les patients tout effet indésirable observé dans le cadre du recours exceptionnel à ces médicaments. Et nous avons un portail dédié, le portail signalement-santé.gouv.fr, qui est fondamental dans cette période où l'on peut voir des usages irrationnels ou des automédications par un certain nombre de molécules. Donc je le rappelle, respectez les posologies, demandez toujours un avis médical et évitez toute automédication. Je souhaiterais terminer par un rappel et peut-être un immense hommage devant la mobilisation totale de nos personnels soignants, mais aussi de toutes les personnes qui les soutiennent, sans laquelle cette montée en puissance que l'on voit très clairement ce soir, des capacités hospitalières, des capacités d'accueil en réanimation des patients les plus lourds, n'aurait jamais été possible dans notre pays. Leur effort est remarquable, leur travail sans répit, et la crise est longue. Ils méritent aujourd'hui, plus que jamais, toute notre admiration et toute notre reconnaissance. Je vous remercie. Une question pour Bloomberg. Quel est le nombre de places en soins intensifs, le nombre de lits de réanimation actuellement, ainsi que le taux d'occupation ? Alors, je vous ai donné ces chiffres tout à l'heure. Le nombre de patients actuellement en réanimation est de 5100 personnes infectées par le coronavirus. Nous avions autour de 5000 lits en réanimation en France. Comme vous le savez, nous avons mobilisé toutes les capacités
des établissements publics et des établissements privés. Nous avons rajouté des lits. Quand on met un lit en réanimation en plus, c'est toute une équipe qui nécessite d'être présente, et je le rappelais tout à l'heure, avec effectivement des réanimateurs, mais aussi des soignants, des infirmiers, des aides-soignants spécialisés, des laboratoires qui vont surveiller de très près la biologie du patient, de l'imagerie. Donc ce sont toujours des équipements lourds, ce sont essentiellement des ressources humaines, ce sont aussi des matériels lourds, puisque quand on est en défaillance respiratoire, il faut un respirateur spécialisé, on peut avoir besoin d'équipements de dialyse, on peut avoir besoin de seringues électriques, de perfusion. Donc ce sont des équipements extrêmement lourds. Nous sommes actuellement à 5100 patients hospitalisés en réanimation. Nos capacités de réanimation sont montées de 5000 à 7000, puis à 8000, et nous visons 10 000. Donc nous voyons que nous déployons considérablement nos moyens de réanimation. Pourquoi ? Parce que les équipes se mobilisent, parce que tous les établissements y participent, et parce que nous avons déprogrammé. Parce qu'en déprogrammant, nous récupérons des équipes du bloc opératoire, les anesthésistes du bloc opératoire, les infirmières du bloc opératoire, les infirmières anesthésistes. Nous récupérons aussi des moyens de salle de réveil. Donc tous ces moyens permettent aujourd'hui d'assumer cette montée en puissance, et nous avons encore cette ressource dans de très nombreuses régions, même en Île-de-France, où nous pouvons encore accueillir des patients en réanimation. Une question pour pharmaceutique. De plus en plus d'experts redoutent un effet rebond inévitable. Quelle est la stratégie? Comment fait-on si le confinement ne permet pas d'atteindre l'immunité collective? Alors, premier enjeu, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons un indicateur très important qui n'est pas celui des morts, qui n'est pas celui des cas confirmés, mais qui est bien celui des arrivées en milieu hospitalier, qui reflète des contaminations survenues environ 15 jours avant. Vous avez été contaminé juste avant la mise en place du confinement. Vous avez à peu près une semaine d'incubation, vous commencez à être malade, vous êtes éventuellement moins bien, et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous adresser à l'hôpital, être adressé à l'hôpital, et vous retrouver soit en hospitalisation classique, soit en réanimation, si votre situation l'exige. Et donc, 15 jours après cette contamination, on observe le passage notamment en réanimation. C'est l'impact de l'épidémie, mais c'est aussi le reflet de cette fameuse évolution que nous devrions voir d'ici la fin de la semaine, qui est liée au fait que le confinement devrait réduire considérablement le nombre de contacts, parce que nous n'avons pas confiné pour confiner. L'objectif du confinement, c'est de massivement réduire les contacts entre les personnes. C'est pour ça que même quand on sort, on vous demande, parce que vous travaillez par exemple, ou parce que vous allez faire une course, d'être très attentif aux gestes barrières et à la distanciation sociale, parce que notre objectif à tous, tous les jours, c'est d'avoir le moins de contacts possible. Et donc si on réduit les contacts, le virus n'arrive plus à passer d'une personne à l'autre, et le nombre de personnes contaminées doit baisser. Donc c'est ce qu'on observe. À partir de cette fin de semaine, on devrait avoir moins de personnes qui arrivent à l'hôpital et qui arrivent notamment en réanimation. Une question pour TF1. Y a-t-il une baisse en Île-de-France d'admis en réanimation? Est-ce que les chiffres de l'Italie nous apprennent quelque chose concernant la situation en France? Alors, on n'est pas du tout sur une baisse actuellement. On est en pleine épidémie d'extension rapide. Je vous ai encore dit que le nombre de malades graves avait augmenté de 9%. Ce que l'on espère, c'est que cette augmentation soit de plus en plus modeste,
au fil des jours, parce qu'il faut pouvoir accueillir ces patients dans des bonnes conditions. Il faut des lits de réanimation et vous savez que les séjours en réanimation pour des infections graves, des malades Covid, c'est souvent des séjours de 2 semaines, voire 3 semaines. Donc il y a un enjeu de capacité de prise en charge et de prise en charge optimale des patients. Nous ne sommes pas du tout aujourd'hui sur une sortie de confinement, nous sommes déjà à quelques jours d'une capacité d'évaluer l'impact du confinement. Les Italiens nous rapportent et publient des données sur un relatif ralentissement de l'épidémie. Les Français doivent bien comprendre aussi que le chiffre de décès, qui est toujours très impressionnant, reflète finalement des contaminations et une histoire assez longue, des contaminations qui sont survenues il y a plusieurs semaines. Et donc, c'est pourquoi nous allons nous focaliser sur cette cinétique de l'épidémie et sur ces personnes qui vont être hospitalisées et qui auront besoin de réanimation. Question pour France 2, envoyé spécial. Quand a été passée la première commande publique de masques FFP2 depuis le début de l'épidémie en janvier et en quelle quantité? Pourquoi avoir refusé l'aide des labos de ville, privés, de recherche et vétérinaires pour effectuer davantage de tests? Alors, premièrement, sur les masques, nous allons donner tout l'historique des masques, donc je ne veux pas vous donner les dates de commande, sous d'autant que le stock stratégique est piloté par Santé publique France, mais il y a un suivi des stocks stratégiques par Santé publique France, une doctrine de masques qui a été validée au fil des ans sur les types de masques qui devaient être stockés, et je vous rappelle que les établissements de santé en particulier ont leur propre stock de masques, en particulier masques FFP2, puisqu'ils les utilisent au quotidien pour de nombreuses indications, que ce soit en laboratoire ou que ce soit pour prendre en charge des patients tuberculeux. Donc on a à la fois cet enjeu de protection par les masques chirurgicaux, de stock stratégique d'une part, et puis de stock des établissements de santé. Pour les tests, c'est important, il faut rappeler que le test n'existait pas. C'est important de le rappeler puisque nous l'avons mis en place grâce au soutien de l'Institut Pasteur. Par définition, sur un virus émergent, le test n'existait pas et il a fallu le mettre au point. Le test aujourd'hui, c'est important de le rappeler aussi, il passe par un examen compliqué qui s'appelle une PCR, c'est-à-dire qu'il faut aller rechercher le virus dans votre prélèvement, qui doit d'ailleurs être un prélèvement bien effectué. C'est pas un prélèvement très agréable. Normalement, l'écouvillon doit vraiment être enfoncé très loin dans le cavum, et donc c'est un examen assez désagréable pour la personne qui le subit. On va vraiment frotter votre muqueuse et aller rechercher le virus dans cette muqueuse par un examen qui se fait dans un laboratoire de virologie. Au départ, ces examens de laboratoire devaient être validés par le Centre national de référence pour être sûr qu'il n'y avait pas de faux négatifs et que donc tous les laboratoires qui étaient agréés savaient faire ce test. Ça s'est fait très vite puisque vous avez vu que nous avons augmenté très vite le nombre de laboratoires capables de faire ce test et bien entendu les laboratoires de ville peuvent faire ce test. La difficulté actuelle, elle n'est pas liée à la capacité des laboratoires de ville de faire le test, mais à la complexité de réaliser ce test aujourd'hui, puisqu'il faut tenir compte du fait que nous sommes confinés, que nous demandons aux gens de ne pas se déplacer, de ne pas être contagieux et de ne pas aller dans un laboratoire où se trouvent des personnes fragiles. Donc c'est cette organisation particulière qui a fait que nous avons ralenti sur l'accès aux laboratoires de ville, mais vous pouvez quand même noter que sur les derniers chiffres que je vous ai donnés, il y a quand même 24 764 tests qui sont remontés par les laboratoires de ville. Donc on voit bien
qu'ils ont une part très importante dans l'activité, qu'ils ont d'ailleurs un taux de positivité important. Donc aujourd'hui, on peut avoir accès à ces tests. Nous augmentons la capacité de test, mais ce sont des tests qui sont encore assez compliqués. Il y aura probablement une nouvelle génération de tests de recherche de virus qui va arriver. Là encore, la recherche et le développement sont en pleine action. Donc ce seront probablement des tests plus faciles comme on les connaît dans d'autres pathologies, hein, qu'on connaît le TROD angine, on connaît un certain nombre de tests rapides. L'idée d'aller vers ce type de test qui recherche le virus. Et puis il y aura encore d'autres types de tests qu'on appelle des sérologies qui sont en cours de mise au point dans le monde entier et qui ont un autre objectif, non pas de chercher le virus, mais de rechercher des anticorps et donc de vous dire que vous avez été en contact avec le virus dans le passé, dans les semaines précédentes, et que vous êtes immunisé. Une question pour Actu Soins. Des tests sérologiques pour évaluer l'immunisation face au Covid-19 existent à l'international. Pourquoi ne les utilise-t-on pas en France, notamment auprès des soignants très exposés? Alors, il commence à apparaître et la France va évidemment se doter très rapidement de ses capacités de test. Il faut quand même savoir une chose. Premièrement, la recherche de tests sérologiques se fait par un prélèvement sanguin. On n'est pas sur un prélèvement d'une muqueuse respiratoire par un coton-tige, on est sur un prélèvement sanguin. C'est un autre type de test. Il faut avoir accès à un prélèvement sanguin ou au moins à une certaine quantité de sang. Ensuite, ça n'a d'intérêt que pour des personnes pour lesquelles on recherche une séropositivité, c'est-à-dire une présence d'anticorps. Et donc ce n'est pas pour détecter un patient ou un soignant positif, mais bien pour détecter une protection chez quelqu'un qui a été malade et qui a donc confirmation que, ayant été malade, il est désormais immunisé. Donc vous voyez que la stratégie est un peu différente. Ce n'est pas forcément utile en pleine épidémie quand les gens sont malades, c'est potentiellement utile après pour savoir qui a fait l'infection et qui ne l'a pas fait. Pour Europe 1, a-t-on une idée du nombre de patients admis en réanimation ou hospitalisés suite à de l'automédication, notamment avec du Plaquenil? Alors, c'est l'enquête que nous menons d'ailleurs pour tous les médicaments. Donc, dès qu'une personne est hospitalisée, et en particulier en réanimation pour un effet secondaire de médicaments, nous demandons à ce que les médecins hospitaliers, mais c'est valable aussi pour les médecins de ville, signalent immédiatement un effet secondaire grave de tout médicament. Ça peut être un médicament pris de façon chronique, ça peut être une erreur de posologie, ça peut être une automédication, ou ça peut être un nouveau traitement. Et donc nous encourageons à la fois les médecins et les patients à signaler tout effet secondaire grave d'un médicament. Nous en avons besoin pour les faire remonter au centre de pharmacovigilance, pour les faire remonter à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et c'est avec ces éléments-là que nous pouvons définir la balance bénéfice-risque d'un médicament, ce qu'il peut apporter, mais aussi quels sont les risques liés à son utilisation. De l'APM, est-ce que l'on confirme des cas de décès de patients hospitalisés pour Covid-19 liés à des accidents cardiaques dus à la prise de Plaquenil? Et si oui, combien? Combien de patients prennent du Plaquenil hors essai clinique? Alors, combien de patients prennent du Plaquenil hors essai clinique? Il y a déjà, je le rappelle, tous les patients qui ont besoin de ce traitement pour des pathologies chroniques et pour lesquelles nous devons garantir l'accès au traitement. Le nombre de patients qui s'automédiquent, c'est beaucoup plus difficile puisque normalement, on ne devrait pas avoir accès à l'automédication pour ce type de médicament qui peut être toxique
seul ou associé à d'autres médicaments qui accroissent sa toxicité. Et donc, le nombre d'effets secondaires graves cardiaques est encore plus compliqué à estimer, puisque vous le savez que quand on est en réanimation, on peut avoir une défaillance cardiaque. Les causes sont multiples. Et donc, c'est au réanimateur lui-même à qui nous demandons d'estimer si oui ou non il peut y avoir une imputabilité attribuée à un médicament, en particulier à celui-ci, mais à tout autre médicament, puisqu'il a à ce moment-là le devoir de signaler et de faire ce qu'on appelle un rapport de pharmacovigilance pour signaler un effet secondaire potentiel d'un médicament. Une question pour Hospimedia. L'âge médian des patients est passé de 60 à 58 ans en réanimation. Cette diminution est-elle la conséquence d'un prix des admissions en fonction de l'âge? Alors, franchement, je ne crois pas qu'on fasse de tri à l'admission et toutes les équipes de réanimation y sont vraiment très attentives. Par contre, ce qu'on observe, c'est que il y a des circuits un peu différents, il y a des organisations différentes, il y a de nombreux établissements d'accueil des personnes âgées qui se sont organisés pour prendre en charge les personnes âgées sur place ou pour prendre en charge les personnes âgées avec l'hôpital de proximité ou avec des unités spécialisées de soins de suite, par exemple, spécialisées en rééducation respiratoire. Ça s'est organisé. Il y a des structures d'hospitalisation en médecine Covid qui se sont structurées. Et donc les personnes qui pouvaient aller en réanimation avant, pas forcément parce qu'elles étaient graves, mais parce qu'on voulait les surveiller, par exemple en soins intensifs ou en soins continus, peuvent être orientées vers d'autres structures. Ce n'est pas du tri classique de patients uniquement sur un facteur d'âge, puisque ce n'est pas comme ça qu'un réanimateur prend en compte un malade, c'est sur son état clinique, sur son pronostic et sur son besoin ou non de réanimation. C'est une décision qu'il prend de façon collégiale et qu'il prend tous les jours de l'année. Par contre, ce qu'on observe, et ça c'est aussi important parce que c'est observé à l'international, c'est que lorsque l'épidémie s'étend, et c'est le cas actuellement, on a souvent d'abord, dans les premiers jours, les malades les plus fragiles, les plus âgés, qui sont ceux qui résistent le moins au virus, et donc qui se présentent à l'hôpital. Et puis un peu plus tard, et ça a été décrit aussi par nos collègues européens, l'arrivée de jeunes qui ont voulu rester à la maison longtemps et qui se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à tenir parce qu'ils font des complications, notamment respiratoires, et qu'ils sont essoufflés. Et donc, c'est ces personnes-là qui peuvent arriver un peu plus tard en réanimation. Une question pour France Info. Où en sont les stocks de produits anesthésiants dans les hôpitaux, notamment les curares et notamment en Île-de-France? Alors, vous avez noté que nous avons une augmentation très importante du nombre de malades en réanimation, que nous avons une augmentation très importante du nombre de lits de réanimation, et donc nous avons une augmentation très importante des besoins liés à l'environnement du patient, parce que ce n'est pas uniquement une équipe, première condition évidemment majeure, ce n'est pas uniquement des équipements lourds, c'est tout le reste, tout ce que j'essaie de vous expliquer, parce que c'est difficile de s'imaginer un lit de réanimation ou une chambre de réanimation. Il y a une surveillance continue, il y a des prélèvements continus, il y a des traitements continus, et il faut parfois organiser un coma artificiel parce que le patient a tellement de soins qu'il vaut mieux qu'il soit endormi pour éviter qu'il soit douloureux, par exemple, ou qu'il lutte contre la machine qui l'aide à respirer. Et donc, c'est ces médicaments anesthésiants, curares et autres traitements plutôt classiques d'anesthésie qui sont actuellement fortement demandés
par les réanimateurs. Et donc nous sommes attentifs à ce que toute cette chaîne de prise en charge de réanimation soit assurée, que ce soit le soutien RH, le renfort en équipement et évidemment l'accès à tous les médicaments utiles en réanimation. Question pour le généraliste. Des généralistes craignent des retards de soins chez des patients chroniques qui n'osent pas venir dans les cabinets. Était-ce une erreur de limiter les sorties aux soins urgents? Non, parce que nous avons toujours dit depuis le début que tous les patients qui avaient besoin de soins devaient bénéficier de ce soin. Je l'ai dit pour les tout petits qui ont besoin de la vaccination obligatoire. Je l'ai dit pour les femmes qui ont besoin souvent d'avoir accès à la PMI, qui ont besoin d'avoir accès au planning familial, qui ont besoin d'avoir accès à l'IVG. Et je l'ai dit évidemment pour les patients chroniques qui doivent continuer à être suivis. C'est valable pour les personnes qui sont dialysées, pour les personnes qui ont des pathologies lourdes, qui doivent être suivies en milieu hospitalier, qui doivent avoir un suivi par un médecin spécialisé. Donc, ce sont des dérogations évidentes du confinement. Vous êtes convoqué à l'hôpital, vous êtes convoqué par votre médecin, vous avez un suivi obstétrical. Évidemment qu'il faut continuer à être suivi parce que c'est important pour votre santé. Une question pour CNews. Avez-vous observé des récidives chez certains malades? Pourquoi on tarde à donner de la chloroquine alors que certains médecins prennent eux-mêmes et le prescrivent à leurs patients? Alors, récidive, pas à ma connaissance. On n'a pas de remontée scientifique dans ce domaine. Quant à l'hydroxychloroquine, on en parle régulièrement. C'est dans l'essai en cours. Il y a plusieurs essais thérapeutiques en cours, précoces ou pas précoces. Il y a même des volontés de préventif. Donc, tout ce qui peut être utile à la production de données connaissances, de données scientifiques et de production de connaissances est important. Il n'y a pas aujourd'hui d'indication à faire de l'automédication, encore moins sans raison, parce que là vraiment, si c'est juste en prophylaxie, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et donc vraiment, on voit bien qu'on va très vite, qu'on pousse la recherche, on va avoir des résultats très vite, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'argument, et ce n'est pas des données françaises, ce n'est pas la position du ministère de la Santé, c'est la position des experts internationaux, de l'Union européenne, des Chinois eux-mêmes et des autorités américaines qui disent qu'il n'y a pas d'argument définitif en faveur d'un médicament plutôt qu'un autre. C'est évidemment regrettable, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, aucun médicament au monde n'a fait la preuve de son efficacité. Et je peux vous garantir que les autorités françaises, si elles avaient la preuve qu'un médicament est efficace, elles feraient en sorte que les Français y aient accès. Donc il faut laisser un tout petit peu de temps à la science pour dire si oui ou non, parce qu'on peut aussi avoir de mauvaises surprises, un médicament permet de modifier le pronostic d'une infection comme celle du coronavirus. Une question pour Canal+. Lorsqu'on devra aborder la fin du confinement, est-ce que celle-ci est liée à notre capacité à tester la population? Si oui, notre capacité en test devrait être de 150 000 tests par jour en juin. Est-ce suffisant pour envisager un déconfinement? Alors, c'est pas du tout sur ce type d'argument que se passera le déconfinement. D'abord, vous le savez, c'est une étape ultérieure et nous ne sommes pas là puisque nous sommes juste même pas au bout de la deuxième semaine de confinement que le Premier ministre a déjà confirmé la prolongation et que nous n'avons même pas encore d'indicateurs d'évaluation de l'impact de ce confinement. Mais je pense que la sortie du confinement doit être faite de façon extrêmement attentive, basée sur une expertise scientifique qui va évaluer la situation de l'épidémie à ce moment-là,
quelle est la situation de l'épidémie, qu'est-ce que ça a donné en termes d'infections graves, en termes d'infections nécessitant une hospitalisation, en termes d'infections en ville, quel est le taux de positivité, combien de cas sont estimés en France. Tous ces éléments vont être évidemment importants. Quels sont les moyens que l'on se donne en termes de protection de la population, quel est le niveau d'immunité. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à toutes ces questions parce que, là encore, nos connaissances évoluent de jour en jour, l'accès à la recherche et à l'innovation évolue de jour en jour. Ce que nous avons aujourd'hui comme information, nous ne l'avions pas il y a 15 jours et encore moins il y a un mois. Donc je pense qu'il faut faire confiance à la mobilisation totale de nos scientifiques en France, en Europe et dans le monde pour avoir encore plus d'armes pour lutter contre ce virus lorsque nous se posera la question de la levée du confinement. Une question pour VL Média. Face à l'afflux de patients malades du Covid-19 en réanimation, quelles mesures ont été prises par la DGS pour la montée en capacité des services de rééducation post-réanimation? Êtes-vous confiant dans la capacité des SRPR à faire face dans la durée? Alors, ce n'est pas que la DGS, c'est bien sûr une mobilisation complète de la Direction générale de la santé, de la Direction générale de l'offre de soins, de la Direction générale de la cohésion sociale, puisqu'on voit bien qu'il y a des enjeux aussi d'institutions et d'EHPAD, et puis de toutes les agences régionales de santé qui se mobilisent avec tous les responsables d'établissements pour mettre en place un circuit. Et vous l'avez présenté d'une certaine façon, j'aurais pu le présenter d'une autre façon. On peut décider de rester en institution avec un soutien médical, avec un soutien hospitalier, avec l'intervention d'une équipe mobile. On peut décider d'aller à l'hôpital de proximité. On peut décider d'être d'emblée dans un service de rééducation, parce qu'on a juste besoin d'avoir un peu de soins, d'avoir de la surveillance, d'avoir de la kiné respiratoire par exemple. On peut rester en milieu hospitalier avec une surveillance continue à proximité. On peut se retrouver en réanimation et ensuite sortir de réanimation. Mais il faut bien que les Françaises et les Français sachent que quand on sort de réanimation, on n'est pas debout tout de suite. Il faut vraiment une prise en charge spécialisée pour revenir à la normale. Et donc tout ce circuit se met en place. C'est un travail gigantesque. Ça sera des milliers de patients qui vont devoir bénéficier de cette prise en charge spécialisée. Et elle est déjà en cours d'organisation, puisque heureusement, de plus en plus de patients sortent de réanimation aujourd'hui. Certains plutôt en bonne forme clinique, et tant mieux. D'autres ont besoin d'aide pour revenir à la maison. Et donc, à chaque fois, c'est une prise en charge individuelle, mais c'est une prise en charge optimale selon les besoins des patients. Question de CNN. Le professeur Salomon a annoncé samedi la mise à disposition de tests sérologiques dès qu'ils seront développés. Or, une entreprise strasbourgeoise, Biosinex, annonçait déjà la semaine dernière en avoir développé. Seront-ils mis à disposition et si oui, quand? Alors, là aussi, je vous disais, la recherche et développement est foisonnante et tant mieux. Nous avons des bons scientifiques en France, nous avons des bons scientifiques en Europe, nous avons des bons scientifiques dans le monde. Nous serons attentifs à toutes les innovations. Nous avons mis en place avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation des cellules d'analyse de toutes les innovations. Et donc, évidemment, toutes les innovations sont les bienvenues. Il faudra être attentif à la sécurité, à la fiabilité de ces tests. C'est normal parce que les Français veulent de la qualité, c'est important. Et donc, nous aurons à la fois cette analyse en termes de qualité, de disponibilité et de capacité à répondre aux besoins des Français. C'était la dernière question, je vous Merci. remercie.